Le silence de la maison des Beaulieu avait quelque chose d'étrangement oppressant ce jour-là, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle avant qu'un drame ne se révèle. Lorsque Jeanne poussa la porte après être rentrée du pressing, rien ne semblait immédiatement anormal, et pourtant une sensation diffuse d'inquiétude s'insinua en elle sans qu'elle puisse encore en identifier la cause. La porte entr'ouverte, détail anodin en apparence, devint soudain le premier signe d'un déséquilibre invisible, un indice que quelque chose avait été dérangé dans l'ordre fragile de leur quotidien. Quelques pas suffirent pour que la réalité s'impose avec une brutalité irréversible. Le corps d'Henri, étendu au sol, la tête ensanglantée, transforma en un instant cet espace familier en scène de crime. Jeanne resta figée, incapable de crier, incapable même de comprendre ce qu'elle voyait réellement. Son esprit refusa d'abord d'accepter l'évidence, cherchant désespérément une explication plus douce, un accident, une chute, n'importe quoi qui ne soit pas la mort. Mais le sang, trop présent, trop réel, imposa sa vérité implacable. Le choc la traversa comme une onde glaciale, paralysant ses pensées et ses gestes. Elle sentit ses jambes céder, son souffle se briser, et dans ce moment suspendu, le monde extérieur sembla disparaître. Il ne restait plus que cette image insoutenable, gravée à jamais dans sa mémoire. Lorsqu'elle réussit enfin à appeler à l'aide, sa voix était méconnaissable, étranglée par la panique et la douleur, comme si chaque mot devait lutter pour sortir d'un corps déjà vidé de sa force. Très vite, la maison se remplit d'une agitation étrangère à son intimité. Les policiers arrivèrent, les voix s'élevèrent, les regards se croisèrent autour de ce drame qui ne lui appartenait déjà plus. Parmi eux, Thierry observa la scène avec une attention méthodique, cherchant à imposer une logique là où tout n'était encore que chaos. À ses côtés, Alex Lévy tenta d'évaluer la situation avec le recul nécessaire, même si la tension qui pesait sur l'affaire se faisait déjà sentir dans ses gestes mesurés. Jeanne, encore sous le choc, peinait à répondre aux questions qui lui étaient posées. Chaque mot semblait lui demander un effort démesuré, comme si parler revenait à reconnaître définitivement la mort d'Henri. Elle expliqua, entre deux sanglots, qu'elle revenait du pressing, qu'elle avait trouvé la porte entr'ouverte, et qu'ensuite tout s'était brouillé. Les détails lui échappaient, ou peut-être cherchait-elle inconsciemment à les fuir, incapable d'affronter pleinement la scène qu'elle venait de découvrir. Thierry, fidèle à son instinct, ne pouvait s'empêcher de douter. Derrière l'apparente fragilité de Jeanne, il percevait déjà des zones d'ombre, des incohérences possibles, ou peut-être simplement la méfiance naturelle de celui qui sait que la vérité se cache souvent derrière les émotions les plus sincères. Il murmura à Alex qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, que même les témoignages les plus bouleversés pouvaient dissimuler des éléments essentiels. Cette prudence, presque froide, contrastait avec l'état de Jeanne, accentuant encore le fossé entre ceux qui vivent le drame et ceux qui doivent l'analyser. Pendant ce temps, Jeanne fut conduite à l'hôpital, son corps incapable de supporter plus longtemps le poids du choc. Là-bas, dans la lumière clinique des couloirs, la réalité prit une autre forme, plus silencieuse mais tout aussi écrasante. Lorsqu'Alain vint la voir, il comprit immédiatement que quelque chose d'irréparable s'était produit. Les mots furent simples, presque mécaniques, comme si Jeanne les répétait sans les ressentir pleinement. Henri était mort, une enquête pour meurtre était ouverte. Alain tenta de lui offrir un semblant de réconfort, conscient que rien ne pouvait réellement atténuer la violence de ce qu'elle venait de vivre. Il lui proposa de ne pas rester seule, de venir dîner avec lui et Elisabeth Bastide, espérant que la présence d'autres personnes pourrait au moins briser l'isolement dans lequel elle risquait de s'enfermer. Mais derrière cette invitation se cachait aussi une inquiétude plus profonde, celle de voir Jeanne sombrer dans un état dont elle ne pourrait pas se relever facilement. Dans le même temps, loin de cette scène figée dans la douleur, une autre tension se développait dans l'ombre, prête à venir se mêler à l'enquête. En pleine nuit, un coup frappé à la porte d'Emma rompit le calme apparent. Lorsqu'elle ouvrit, elle découvrit Nathalie, visiblement bouleversée, comme si elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Nathalie entra sans vraiment attendre d'invitation, portée par une agitation intérieure qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Ses mots sortirent dans un désordre révélateur, témoignant d'une colère et d'une humiliation accumulées depuis trop longtemps. Elle parla d'Henri avec une violence inhabituelle, décrivant un homme qu'il avait traité avec mépris, presque comme un objet dont on se débarrasse sans scrupule. Derrière ces paroles, il ne s'agissait pas seulement de reproches, mais d'une blessure profonde, d'un ressentiment qui semblait avoir atteint un point de rupture. Emma tenta de la calmer, de lui offrir un espace où elle pourrait déposer ce poids sans se détruire davantage. Mais même dans ce moment d'apaisement fragile, quelque chose d'inquiétant persistait. Nathalie semblait au bord d'un basculement, comme si la frontière entre la douleur et l'irréparable était devenue trop fine pour être encore distinguée.
À cet instant précis, sans que personne ne puisse encore le comprendre pleinement, les fils de plusieurs destins commencèrent à s'entrelacer autour de la mort d'Henri. Ce qui n'était encore qu'un drame isolé allait bientôt révéler une complexité bien plus vaste, où chaque émotion, chaque parole, chaque silence pourrait devenir une pièce essentielle du puzzle. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête prenait déjà une direction concrète. Le nom de Dimitri apparut rapidement comme une piste prioritaire, non pas encore comme une certitude, mais comme une hypothèse suffisamment solide pour justifier une convocation. Lorsqu'il fut interrogé, Dimitri affirma avec assurance qu'il se trouvait sur la route de Béziers au moment des faits, avançant un alibi qui, s'il était vérifié, pourrait rapidement l'innocenter. Mais dans ce type d'affaires, la vérité ne se dévoile jamais aussi simplement. Chaque déclaration devait être confrontée à des preuves, chaque détail vérifié avec rigueur. Thierry, fidèle à sa méfiance instinctive, ne se contenta pas de cette version. Il savait que les alibis les plus solides pouvaient parfois être construits avec une précision redoutable, et que la première impression était souvent trompeuse. C'est alors qu'un élément nouveau vint troubler encore davantage l'équilibre fragile de l'enquête. Un voisin affirma avoir aperçu une femme au manteau rouge quittant précipitamment la maison des Beaulieu, visiblement bouleversée. Cette image, presque anodine en apparence, devint immédiatement une piste majeure, une silhouette mystérieuse capable de faire basculer toute l'affaire. L'analyse des caméras de surveillance du quartier fut alors envisagée comme une étape cruciale. Peut-être que ces images permettraient de confirmer ce témoignage, d'identifier cette femme, et de comprendre son rôle exact dans ce drame. Mais déjà, une question s'imposait avec insistance. S'agissait-il d'un simple témoin, ou de quelqu'un directement impliqué dans la mort d'Henri ? Dans ce climat de tension croissante, chaque personnage avançait sans le savoir vers une vérité qui risquait de bouleverser bien plus que leur certitude. Et tandis que l'enquête progressait, une autre bataille, plus intime, plus silencieuse, se préparait dans l'ombre, prête à éclater au moment le plus inattendu. Dans le prolongement immédiat de cette nuit agitée, l'aube ne parvint pas à apaiser les tensions, bien au contraire, elle sembla rendre chaque détail encore plus net, plus tranchant, comme si la lumière du jour révélait tout ce que l'obscurité avait tenté de dissimuler. Au commissariat, l'atmosphère était lourde, presque électrique, car chacun comprenait que l'affaire Beaulieu ne serait pas une enquête ordinaire, mais un enchevêtrement de mensonges, de blessures anciennes et de vérités difficiles à affronter. Alex Lévy observait les premiers éléments du dossier avec une concentration silencieuse, cherchant à relier les fragments d'informations qui s'accumulaient sans encore former un tout cohérent. Face à lui, Thierry ne cachait pas son impatience, convaincu que le temps jouait contre eux et que chaque minute perdue risquait de laisser aux coupables l'opportunité de disparaître ou de brouiller les pistes. Le témoignage du voisin concernant la femme au manteau rouge occupait désormais une place centrale dans leurs réflexions. Cette silhouette fugace, aperçue dans un moment de trouble, pouvait être la clé de toute l'affaire, mais elle restait pour l'instant insaisissable, presque irréelle. Thierry, fidèle à son instinct direct, voulait agir vite, confronter les suspects, pousser les interrogatoires, quitte à brusquer les certitudes encore fragiles. Alex, plus mesuré, insistait sur la nécessité de vérifier chaque détail, de ne pas céder à la précipitation, car une erreur à ce stade pourrait compromettre toute l'enquête. Pendant ce temps, Dimitri attendait dans une salle d'interrogatoire, seul face à ses pensées. L'assurance qu'il avait affichée en évoquant son alibi commençait à se fissurer sous le poids du silence et de l'attente. Il savait que ses paroles seraient vérifiées, scrutées, disséquées, et que le moindre écart pourrait le faire basculer du statut de témoin à celui de coupable. Lorsque Thierry entra dans la pièce, l'air se fit immédiatement plus lourd. Le policier ne prit pas la peine de ménager Dimitri, préférant une approche frontale, presque brutale, comme pour tester la solidité de son récit. Il lui demanda de répéter chaque détail de son déplacement, de préciser les horaires, les lieux, les personnes rencontrées. Chaque réponse était suivie d'un silence calculé, destiné à créer un malaise, à pousser Dimitri à se trahir lui-même. Dimitri tenta de rester cohérent, de ne pas laisser apparaître la moindre faille, mais à mesure que les questions s'enchaînaient, une tension croissante s'installait en lui. Ce n'était pas seulement la peur d'être accusé à tort, mais aussi la conscience que certaines vérités, même anodines en apparence, pouvaient être interprétées contre lui. Dans ce jeu dangereux, chaque mot devenait une arme à double tranchant. À l'extérieur de cette salle close, Alex suivait l'évolution de l'interrogatoire avec une attention particulière. Il connaissait les méthodes de Thierry, leur efficacité, mais aussi leurs limites. Trop de pression pouvait faire céder un innocent autant qu'un coupable, et dans une affaire aussi complexe, la frontière entre les deux pouvait devenir floue. Il décida d'intervenir à son tour, adoptant une approche plus posée, presque empathique,
offrant à Dimitri un espace où il pourrait s'exprimer sans se sentir acculé. Ce changement de ton créa un contraste saisissant. Là où Thierry cherchait à briser les résistances, Alex tentait de les contourner, de comprendre plutôt que de confronter. Dimitri, surpris, se laissa légèrement aller à cette ouverture, répétant son alibi avec plus de détails, évoquant son trajet vers Béziers, les raisons de son déplacement, les personnes qu'il devait rencontrer. Mais malgré cette apparente coopération, une zone d'ombre persistait, quelque chose d'indéfinissable qui empêchait de considérer son récit comme totalement fiable. Dans le même temps, ailleurs à Montpellier, une autre forme de tension se développait, plus intime, mais tout aussi déterminante. Ève, plongée dans ses pensées, tentait de donner un sens à ce qui l'attendait. La perspective du procès de Nathalie se rapprochait, et avec elle, le poids d'une confrontation inévitable avec le passé. Elle se rendit auprès d'une détenue, apportant avec elle un livre, geste simple en apparence, mais chargé d'une intention plus profonde. La jeune femme qu'elle rencontrait ne comprenait pas immédiatement la démarche d'Ève. Pourquoi venir voir quelqu'un qu'elle ne connaissait pas? Pourquoi offrir un peu de son temps dans un lieu où tout semblait figé dans la solitude? Ève, d'abord hésitante, finit par expliquer qu'elle avait connu quelqu'un qui était passé par la prison, qu'elle savait combien l'isolement pouvait être destructeur, combien il pouvait transformer les pensées en pièges dont on ne s'échappe pas facilement. Les mots d'Ève n'étaient pas seulement adressés à cette détenue, mais aussi à elle-même. Elle parlait de solitude, mais pensait à Nathalie. Elle évoquait la difficulté de tenir, mais c'était sa propre force qu'elle cherchait à préserver. Lorsque la jeune femme lui confia que le plus dur était de ne pas voir son enfant, un petit garçon de 4 ans qu'elle décrivait avec tendresse, Ève sentit une émotion profonde la traverser. Derrière les barreaux, il y avait des vies, des liens, des douleurs qui ne se résumaient pas à des actes ou à des jugements. Ce moment, fragile et sincère, renforça en elle une conviction. Elle devait être prête, non seulement pour le procès, mais pour tout ce qu'il allait réveiller en elle. Et dans cette préparation intérieure, la présence de Manu Léoni devenait essentielle, comme un point d'ancrage dans une période où tout risquait de vaciller. Pendant ce temps, la vie continuait à avancer, comme si le drame d'Henri n'était qu'un événement parmi d'autres, intégré progressivement dans le flux des existences. Pourtant, pour certains, ce drame agissait comme un révélateur, mettant en lumière des émotions longtemps enfouies. C'était le cas de Charles, qui portait en lui une douleur encore vive, celle de la perte d'Elliot. Lorsqu'il se retrouva face à Flore, quelque chose en lui céda, comme si la présence de cette femme offrait enfin un espace où il pouvait déposer ce qu'il retenait depuis trop longtemps. Il parla de son ami, de la brutalité de sa disparition, de cette absence qui laissait un vide impossible à combler. Les mots étaient hésitants, parfois interrompus par l'émotion, mais ils portaient une vérité brute, sincère. Flore, touchée par cette confiance, ne chercha pas à répondre avec des phrases toutes faites. Elle se contenta d'être là, d'écouter, de laisser à Charles le temps de traverser ce qu'il ressentait. Ce silence partagé, loin d'être vide, devint un lien, une proximité qui dépassait les mots. Lorsqu'elle prit sa main et l'entraîna vers la ferme, ce geste simple prit une dimension nouvelle, celle d'un rapprochement qui ne reposait pas seulement sur l'attirance, mais sur une compréhension mutuelle, fragile mais authentique. Ainsi, tandis que l'enquête avançait dans un climat de suspicion et d'incertitude, d'autres histoires se tissaient en parallèle, révélant la complexité des relations humaines face à l'épreuve. Chaque personnage, à sa manière, faisait face à ses propres démons, à ses propres blessures, sans savoir encore que leur trajectoire allait se croiser de manière de plus en plus étroite autour d'un même point, la mort d'Henri. Et dans l'ombre de cette affaire, une question persistait, silencieuse mais omniprésente, qui était réellement cette femme au manteau rouge, et jusqu'où les conséquences de son apparition allaient-elles se propager dans la vie de tous ceux qui, de près ou de loin, étaient liés à cette tragédie. À mesure que l'enquête avançait, une tension diffuse s'installait dans chaque recoin de Montpellier, comme si la mort d'Henri avait libéré quelque chose de plus vaste qu'un simple crime. Ce n'était plus seulement une affaire à résoudre, mais une onde de choc qui venait perturber l'équilibre déjà fragile des relations entre les personnages, révélant des failles, des rancœurs et des vérités que beaucoup auraient préféré laisser enfouies. Au commissariat, Alex, Lévy et Thierry se retrouvaient face à une accumulation d'indices qui, loin de clarifier la situation, semblaient au contraire multiplier les zones d'ombre. L'analyse des caméras de surveillance du quartier des Beaulieu était désormais en cours, et chacun attendait ces images comme une possible révélation, un moment où l'invisible deviendrait enfin tangible. Mais en attendant ces résultats, l'enquête reposait encore sur des témoignages fragiles et des intuitions. Thierry, fidèle à sa méfiance instinctive, revenait sans cesse sur le cas de Dimitri, convaincu que quelque chose ne collait pas dans son récit. Il ne s'agissait pas d'une preuve, ni même d'un élément concret,
mais d'un ressenti, cette impression tenace que certaines vérités étaient dissimulées derrière un discours trop maîtrisé. Alex, de son côté, cherchait à garder une vision plus globale. Il savait que dans ce type d'affaires, se focaliser trop tôt sur un suspect pouvait conduire à ignorer des pistes essentielles. Pourtant, lui aussi ne pouvait s'empêcher de revenir à cette image décrite par le voisin, une femme au manteau rouge, quittant précipitamment la maison, visiblement bouleversée. Cette silhouette, presque fantomatique, semblait contenir à elle seule une part de la vérité qu'il cherchait. Dans un bureau voisin, les techniciens travaillaient à extraire les images des caméras de surveillance. Le processus était lent, minutieux, chaque minute de vidéo devant être analysée avec précision. Ce travail patient contrastait avec l'urgence ressentie par les enquêteurs, mais il représentait peut-être leur meilleure chance de transformer une hypothèse en certitude. Pendant ce temps, ailleurs, Nathalie tentait de reprendre le contrôle d'elle-même après la nuit agitée qu'elle venait de traverser. Chez Emma, le calme apparent ne suffisait pas à apaiser le tumulte intérieur qui la consumait. Les mots qu'elle avait prononcés à propos d'Henri continuaient de résonner en elle, non pas comme une libération, mais comme une preuve de l'intensité de sa colère. Elle se repassait les événements, les gestes, les paroles échangées, cherchant à comprendre comment tout avait pu en arriver là. Était-ce une accumulation de blessures? Une humiliation de trop? Ou quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui avait fini par éclater sans qu'elle puisse l'empêcher? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, sans trouver de réponse claire, laissant place à une inquiétude grandissante. Emma, attentive, percevait ce trouble, mais ne savait pas comment l'apaiser réellement. Elle se contentait d'être présente, de créer autour de Nathalie un espace où elle pouvait exister sans être jugée, sans être interrogée. Pourtant, même dans ce refuge, une tension persistait, comme si quelque chose d'irréversible s'était déjà produit, et que leurs efforts pour le contenir arrivaient trop tard. Au même moment, Lucas arriva avec une nouvelle qui allait encore compliquer la situation. Il annonça à Nathalie et Emma que le corps d'Henri avait été retrouvé, et que les policiers considéraient désormais cette mort comme un meurtre. Cette information, prononcée avec une certaine précaution, eut l'effet d'un choc brutal. Pour Nathalie, le temps sembla s'arrêter. Ce qu'elle redoutait sans oser se l'avouer venait de prendre forme. La mort d'Henri n'était plus une abstraction, mais une réalité confirmée, inscrite dans le cadre d'une enquête officielle. Et avec cette réalité venait une autre peur, plus sourde, plus dangereuse, celle d'être liée, de près ou de loin, à ce qui s'était passé. Elle tenta de dissimuler son trouble, de garder une apparence de contrôle, mais ses gestes la trahissaient. Ses mains tremblaient légèrement, son regard fuyait, comme si elle cherchait à échapper à une vérité qui se rapprochait dangereusement d'elle. Emma, témoin de ce changement, comprit que quelque chose s'était brisé dans l'équilibre déjà fragile de Nathalie. Pendant ce temps, au commissariat, un autre élément venait enrichir l'enquête. Le témoignage du voisin fut précisé. La femme au manteau rouge semblait avoir une quarantaine d'années, et son état de bouleversement était évident. Ce détail, loin d'être anodin, orientait déjà les recherches vers un profil plus précis, réduisant le champ des possibles. Thierry, en entendant cette description, ne put s'empêcher de faire un lien immédiat, même s'il ne le formula pas encore clairement. Dans son esprit, certaines correspondances commençaient à apparaître, des coïncidences trop nombreuses pour être ignorées. Mais il savait aussi que dans une enquête, les intuitions devaient être confirmées par des faits, sous peine de conduire à des erreurs irréparables. Dans un autre registre, la vie personnelle des personnages continuait de se transformer sous l'effet des événements récents. Ève, toujours marquée par sa visite en prison, ressentait le besoin de se rapprocher de ceux qui pouvaient comprendre sa douleur. Elle décida d'appeler Charles, lui proposant de venir dîner avec elle et Manu Léonie. Cette invitation, en apparence simple, portait en elle une dimension plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de partager un repas, mais de créer un espace où la mémoire d'Elliot pourrait être évoquée, où chacun pourrait exprimer ce qu'il portait en lui sans crainte d'être jugé. Pour Ève, c'était aussi une manière de se préparer, de ne pas affronter seule les épreuves à venir. Charles, de son côté, accueillit cette proposition avec une certaine hésitation. L'idée de replonger dans des souvenirs encore douloureux le mettait mal à l'aise, mais il comprenait aussi que fuir ne ferait que prolonger sa souffrance. Il accepta finalement, conscient que ce moment, aussi difficile soit-il, pouvait être nécessaire. Mais derrière cette décision se cachait une autre inquiétude, plus intime. Sa récente proximité avec Flore, ce moment partagé à la ferme, venait bouleverser ses repères. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait réellement, ni comment intégrer cette nouvelle relation dans un contexte déjà chargé émotionnellement.
Cette confusion ajoutait une couche supplémentaire à son trouble, rendant chaque interaction plus complexe, plus fragile. Ainsi, tandis que les enquêteurs se rapprochaient lentement de la vérité, les personnages, chacun à leur manière, se trouvaient confrontés à leurs propres limites. Les émotions, les souvenirs, les relations se mêlaient, créant un réseau dense où chaque action pouvait avoir des répercussions inattendues. Et au cœur de ce réseau, une question continuait de s'imposer avec une intensité croissante. La femme au manteau rouge n'était-elle qu'un témoin bouleversé, ou bien le point de départ d'une vérité que personne n'était encore prêt à affronter? À ce moment-là, l'enquête franchit un seuil imperceptible mais décisif, celui où les intuitions commencent à se transformer en soupçons plus concrets, et où chaque détail, même insignifiant en apparence, prend une importance nouvelle. Au commissariat, l'analyse des images de vidéosurveillance livra enfin ses premiers résultats, et avec eux, une tension immédiate s'installa dans la pièce. Sur l'écran, une silhouette apparut, floue au départ, puis de plus en plus nette à mesure que les techniciens affinaient les images. Une femme, vêtue d'un manteau rouge, sortait précipitamment de la maison des Beaulieu. Sa démarche trahissait un trouble évident, comme si elle cherchait à fuir quelque chose qui venait de se produire, ou peut-être elle-même. Chaque pas semblait hésitant, chargé d'une agitation intérieure impossible à masquer. Alex Lévy observa attentivement la séquence, cherchant à capter le moindre indice, un détail dans l'attitude, une caractéristique physique qui pourrait permettre de l'identifier. À ses côtés, Thierry croisa les bras, le regard fixé sur l'écran, comme si cette image venait confirmer ce qu'il pressentait depuis le début. L'identité de la femme n'était pas encore officiellement établie, mais dans l'esprit de Thierry, une évidence s'imposait déjà. Il n'avait pas encore les preuves nécessaires pour l'affirmer, mais l'ensemble des éléments commençait à converger vers une même direction. Et cette direction, il la connaissait déjà. Alex, plus prudent, refusa de tirer des conclusions hâtives. Il savait que les images, aussi parlantes soient-elles, pouvaient être trompeuses, et que la vérité nécessitait une rigueur que l'intuition seule ne pouvait garantir. Pourtant, même lui ne pouvait ignorer la force de cette apparition. La femme au manteau rouge n'était plus une simple hypothèse, elle devenait une présence concrète, une pièce centrale du puzzle. Dans le même temps, la pression autour de Dimitri commençait à évoluer. Si son alibi restait en cours de vérification, l'existence de cette nouvelle piste venait redistribuer les cartes. Dimitri n'était plus le seul au centre de l'attention, et cette évolution, loin de le soulager totalement, créait en lui une inquiétude différente. Il comprenait que dans une enquête de cette nature, les suspects pouvaient changer rapidement, mais que cela ne signifiait pas pour autant qu'il était hors de danger. Au contraire, chaque nouvelle révélation pouvait venir renforcer ou affaiblir sa position, en fonction de la manière dont elle s'intégrait dans l'ensemble du dossier. Cette incertitude constante le maintenait dans un état de tension difficile à supporter. Pendant ce temps, à l'hôpital, Jeanne Beaulieu tentait de reprendre pied dans une réalité qui lui échappait encore. Les médecins parlaient, les infirmiers s'agitaient autour d'elle, mais leur voix semblait lointaine, comme filtrée par une barrière invisible. Elle était là sans vraiment être là, suspendue entre le choc de ce qu'elle avait vécu et l'impossibilité d'en saisir pleinement les conséquences. Lorsqu'Alain revint la voir, il comprit que le temps n'avait pas encore atténué la violence de l'événement. Jeanne répétait les mêmes phrases, comme pour se convaincre elle-même de leur réalité. Henri était mort, elle l'avait trouvé, une enquête était en cours. Mais derrière ces mots, il n'y avait pas encore d'acceptation, seulement une tentative désespérée de donner un sens à l'inacceptable. Alain, conscient de sa fragilité, insista pour qu'elle ne reste pas seule. Il lui proposa à nouveau de venir dîner avec lui et Elisabeth Bastide, espérant que cette présence pourrait lui offrir un point d'ancrage, même temporaire. Jeanne acquiesça sans réelle conviction, comme si elle acceptait plus par fatigue que par envie. De son côté, Elisabeth accueillit cette nouvelle avec une certaine réserve. L'idée de recevoir Jeanne dans un moment aussi délicat ne l'enthousiasmait pas, et elle ne prit même pas la peine de cacher son agacement. Pour elle, cette situation représentait une contrainte inutile, une intrusion dans un quotidien qu'elle préférait maîtriser. Pourtant, malgré son irritation, elle finit par accepter, consciente que refuser aurait pu être mal interprété. Dans un autre registre, les relations entre les personnages continuaient d'évoluer sous l'effet des événements récents. Charles, encore marqué par la perte d'Elliot, se trouvait dans une phase de transition émotionnelle, où chaque interaction prenait une intensité particulière. Sa proximité avec Flore ne passait pas inaperçue, notamment aux yeux de Ludo. Lorsque celui-ci les aperçut ensemble, il ne put s'empêcher de réagir avec une certaine ironie mêlée d'incompréhension. Pour lui, Charles représentait un profil difficile à cerner, quelqu'un qui semblait porter en permanence une forme de mélancolie,
presque une distance avec le monde qui l'entourait. Il ne comprenait pas ce que Flore pouvait lui trouver, et cette incompréhension se traduisait par des remarques acerbes, à la limite de la provocation. Flore, loin de se laisser influencer, répondit avec une sincérité désarmante. Elle expliqua que ce qui la touchait chez Charles, ce n'était pas ce qu'il montrait en surface, mais justement cette fragilité qu'il ne cherchait pas à cacher complètement. Dans un monde où beaucoup se protégeaient derrière des apparences, cette vulnérabilité devenait pour elle une forme de vérité. Ce contraste entre le regard extérieur de Ludo et la perception intime de Flore mettait en lumière la complexité des relations humaines, où chaque personne peut être vue de manière radicalement différente selon celui qui la regarde. Dans le même temps, Lucas jouait, sans le vouloir, un rôle de messager dans cette affaire en pleine expansion. En apprenant la mort d'Henri par Dimitri, il se chargea de transmettre l'information à Nathalie et Emma. Ce simple acte, en apparence anodin, eut des répercussions immédiates. Pour Nathalie, cette confirmation officielle fut un point de bascule. Ce qui relevait encore du doute ou de la peur devint une certitude, et avec elle, une angoisse difficile à contenir. Elle savait désormais que l'affaire prenait une dimension judiciaire, que les regards allaient se tourner vers tous ceux qui avaient eu un lien avec Henri, et que son propre nom pourrait apparaître à tout moment. Son comportement, déjà instable, devint encore plus fragile. Chaque bruit, chaque regard lui semblait porteur de suspicion, comme si le monde entier commençait à la désigner sans qu'elle puisse encore se défendre. Emma, témoin de cette évolution, tenta de maintenir un équilibre, mais elle comprenait que la situation lui échappait progressivement. Ainsi, à cet instant précis, toutes les trajectoires semblaient converger vers un même point de tension. L'enquête avançait, les relations se transformaient, les émotions s'intensifiaient, et au centre de tout cela, une vérité restait encore dissimulée, prête à émerger au moment le plus inattendu. Et tandis que les images de la femme au manteau rouge continuaient de tourner en boucle dans l'esprit des enquêteurs, une certitude silencieuse commençait à s'imposer. Cette affaire ne faisait que commencer, et ses conséquences seraient bien plus profondes que ce que chacun était encore capable d'imaginer. Dans le même temps, l'enquête atteignait un point de tension où chaque élément semblait peser plus lourd que le précédent, comme si l'ensemble des indices accumulés commençait lentement à dessiner une vérité encore incomplète mais de plus en plus inquiétante. Au commissariat, l'image de la femme au manteau rouge continuait d'obséder les esprits, non pas seulement comme une preuve, mais comme une présence qui s'imposait désormais au cœur de toutes les hypothèses. Thierry, fidèle à son instinct direct, ne cherchait plus à masquer ses soupçons. Pour lui, il ne s'agissait plus simplement d'une piste parmi d'autres, mais d'un élément central autour duquel toute l'enquête devait désormais s'articuler. Il partagea avec Alex Lévy son sentiment grandissant que la vérité se trouvait plus proche qu'il ne l'imaginait, mais aussi plus dérangeante, car elle impliquait nécessairement quelqu'un qui ne devait pas encore être exposé. Alex, toujours attaché à une approche plus rigoureuse, tenta de maintenir une certaine distance face à ses conclusions. Il savait que les intuitions, aussi fortes soient-elles, devaient être soutenues par des faits solides. Pourtant, il ne pouvait ignorer que tous les éléments commençaient à converger vers une même direction, comme si l'enquête, malgré sa complexité apparente, suivait une logique implacable. La vérification de l'alibi de Dimitri était en cours, et les premiers retours ne permettaient pas encore de trancher définitivement. Cette incertitude maintenait Dimitri dans une position délicate, à la fois suspect potentiel et possible victime d'un enchaînement de circonstances défavorables. Pour les enquêteurs, il devenait évident que le temps des hypothèses générales devait céder la place à une analyse plus fine, plus ciblée. À cet instant précis, l'enquête ne reposait plus uniquement sur des faits, mais aussi sur la capacité des policiers à lire entre les lignes, à interpréter les silences, les contradictions, les émotions. Chaque détail, chaque réaction pouvait contenir une part de vérité, mais encore fallait-il savoir la reconnaître. Pendant ce temps, loin du commissariat, une autre forme de tension se développait, plus intime mais tout aussi essentielle dans la compréhension globale de cette affaire. Ève, après avoir appris que la date du procès de Nathalie Jiménez était fixée, ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. Elle savait que ce moment marquerait un tournant, non seulement pour Nathalie, mais aussi pour elle-même. Lorsque Manu Léoni lui annonça la nouvelle, sa réaction fut mesurée, presque contrôlée. Elle affirma être prête à affronter cette épreuve, prête à faire face à ce que cela impliquerait. Mais derrière ces mots, une inquiétude persistait, plus silencieuse, plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur de ce qui l'attendait. Manu, conscient de cette fragilité, lui promit d'être présent, de ne pas la laisser affronter cette situation seule. Ce soutien, simple en apparence, prenait une importance considérable dans un contexte où tout semblait incertain. Pour Ève, cette promesse devenait un point d'appui, une manière de ne pas sombrer dans le doute.
Dans une autre partie de la ville, Charles se préparait à un moment qu'il redoutait autant qu'il savait nécessaire. L'invitation d'Ève à venir dîner avec elle et Manu ne cessait de tourner dans son esprit, comme un rappel constant de la douleur qu'il portait encore en lui. Évoquer Elliot, revenir sur cette perte brutale, signifiait rouvrir une blessure qu'il n'avait jamais réellement refermée. Avant ce dîner, il ressentit le besoin de se confier à Flore, comme s'il cherchait auprès d'elle une forme de préparation émotionnelle. Lorsqu'il évoqua la disparition d'Elliot, ses mots furent moins retenus que d'habitude, comme si la proximité qui s'était installée entre eux lui permettait enfin de laisser tomber certaines barrières. Les larmes, qu'il avait jusque-là contenues, finirent par apparaître, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une expression nécessaire de ce qu'il ressentait. Flore, touchée par cette sincérité, ne chercha pas à intervenir de manière excessive. Elle comprit que ce dont Charles avait besoin, ce n'était pas de solution, mais d'une présence, d'une écoute capable d'accueillir sans juger. Ce moment partagé, loin du regard des autres, prit une dimension particulière. Lorsqu'elle prit sa main et l'entraîna à l'intérieur de la ferme, ce geste devint le prolongement naturel de ce qu'ils venaient de vivre. Leur proximité ne reposait plus seulement sur une attirance naissante, mais sur une compréhension mutuelle, une capacité à se reconnaître dans leurs fragilités respectives. Dans le même temps, cette évolution n'échappait pas à certains regards extérieurs, notamment celui de Ludo, qui continuait de porter un jugement critique sur cette relation. Pour lui, Charles restait une énigme difficile à accepter, quelqu'un dont l'attitude lui semblait incompatible avec l'image qu'il se faisait de Flore. Mais ces jugements, bien que présents, n'avaient pas le pouvoir de remettre en cause ce qui se construisait entre Charles et Flore. Au contraire, ils mettaient en lumière la différence entre une perception extérieure, souvent superficielle, et une réalité intérieure beaucoup plus nuancée. Pendant ce temps, du côté de Nathalie, la tension atteignait un niveau critique. L'annonce de la mort d'Henri, confirmée comme un meurtre, continuait de produire en elle un effet déstabilisant. Chaque nouvelle information venait renforcer un sentiment d'étau qui se resserrait progressivement autour d'elle. Le témoignage du voisin, évoquant une femme au manteau rouge, n'était pas encore officiellement relié à elle, mais Nathalie ne pouvait s'empêcher de faire le lien. Elle savait que les enquêteurs finiraient par remonter cette piste, que les images de surveillance seraient analysées, et que son visage pourrait apparaître à tout moment comme une évidence. Cette anticipation du danger créait en elle une tension constante, une vigilance presque excessive. Chaque geste devenait calculé, chaque parole mesurée, comme si elle cherchait à contrôler une situation qui lui échappait pourtant déjà. Emma, toujours à ses côtés, percevait cette évolution, mais elle ne savait plus comment intervenir sans risquer d'aggraver les choses. Ainsi, à mesure que les différentes trajectoires avançaient, une convergence inévitable se dessinait. L'enquête, les relations personnelles, les émotions individuelles formaient un ensemble complexe où chaque élément influençait les autres. Rien n'était isolé, tout semblait lié, comme si la mort d'Henri avait déclenché une réaction en chaîne dont personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur. Et dans ce mouvement constant, une certitude commençait à émerger, silencieuse mais persistante. La vérité, quelle qu'elle soit, ne tarderait plus à apparaître, et lorsqu'elle le ferait, elle ne laisserait aucun des personnages indemne. À cet instant du récit, tout semblait suspendu à un fil invisible, comme si chaque personnage avançait à l'aveugle vers une vérité déjà en marche, mais encore dissimulée derrière une succession de silences et de demi-aveux. L'enquête, désormais bien engagée, ne laissait plus place à l'improvisation, et chaque décision prise par les enquêteurs pouvait faire basculer l'équilibre fragile de l'affaire. Au commissariat, Alex, Lévy et Thierry se retrouvaient confrontés à une difficulté croissante. Plus ils accumulaient d'éléments, plus la situation semblait complexe. Les images de la femme au manteau rouge avaient été analysées sous plusieurs angles, mais malgré cela, elles ne permettaient pas encore une identification formelle. Le visage restait partiellement dissimulé, les mouvements trop rapides pour offrir une certitude absolue. Pourtant, cette absence de confirmation ne suffisait pas à dissiper les soupçons. Thierry, fidèle à son instinct, continuait de défendre l'idée que cette femme n'était pas un simple témoin, mais une actrice directe du drame. Il voyait dans sa fuite précipitée, dans son état de bouleversement, les signes évidents d'une implication plus profonde. Cette conviction, même sans preuve tangible, influençait désormais sa manière d'aborder chaque élément de l'enquête. Alex, de son côté, tentait de maintenir une ligne de conduite plus mesurée. Il savait que l'enquête ne pouvait pas reposer uniquement sur des impressions, aussi fortes soient-elles. Il insista sur la nécessité de recouper les informations, de confronter les témoignages, de vérifier chaque alibi avec précision. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait, et si Thierry avait raison ?
Et si la vérité était déjà là, sous leurs yeux, sans qu'ils puissent encore la saisir pleinement? Dans le même temps, la pression sur Dimitri commençait à évoluer de manière subtile. Les vérifications concernant son déplacement vers Béziers progressaient, et chaque nouvelle information venait soit renforcer, soit fragiliser son alibi. Cette incertitude constante maintenait les enquêteurs dans une position délicate, incapables pour l'instant de trancher définitivement. Dimitri, de son côté, ressentait de plus en plus le poids de cette situation. Être au centre d'une enquête pour meurtre, même en l'absence de preuves directes, suffisait à créer une pression psychologique difficile à supporter. Il se savait observé, analysé, et chaque geste qu'il faisait pouvait être interprété comme un indice supplémentaire contre lui. Cette tension intérieure se traduisait par une nervosité croissante, une difficulté à rester cohérent face aux questions répétées. Pendant ce temps, ailleurs, la vie continuait de suivre son cours, mais avec une intensité nouvelle, comme si chaque moment était désormais chargé d'un sens particulier. Ève, toujours en préparation pour le procès de Nathalie, ressentait le besoin de se renforcer intérieurement. Sa rencontre avec la détenue l'avait profondément marquée, lui rappelant que derrière chaque affaire judiciaire se cachait une réalité humaine complexe, faite de douleurs, de regrets et de liens impossibles à effacer. Elle se surprenait à repenser aux paroles de cette femme, à son enfant qu'elle ne pouvait pas voir, à cette solitude imposée par les circonstances. Ces images venaient nourrir sa réflexion, lui donnant une perspective différente sur ce qu'elle allait devoir affronter. Il ne s'agissait plus seulement de soutenir Nathalie, mais aussi de comprendre ce que signifiait réellement être confrontée à la justice. La présence de Manu Léoni restait un élément essentiel dans cet équilibre fragile. Son soutien, constant et discret, offrait à Ève une stabilité dont elle avait besoin pour ne pas se laisser submerger. Leur relation, déjà solide, semblait se renforcer face à l'adversité, comme si les épreuves à venir avaient pour effet de les rapprocher encore davantage. Dans un autre registre, la relation entre Charles et Flore continuait de se développer, mais sans jamais perdre de vue la fragilité qui la caractérisait. Leurs moments partagés à la ferme avaient créé une proximité nouvelle, mais aussi une certaine incertitude. Charles, encore marqué par la perte d'Elliot, se trouvait dans une position délicate. Il ressentait le besoin de se rapprocher de Flore, de trouver auprès d'elle un apaisement, mais il craignait également de s'engager dans quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à assumer pleinement. Cette ambivalence se traduisait par des hésitations, des silences, des regards qui en disaient plus que les mots. Flore, de son côté, semblait accepter cette incertitude avec une forme de patience. Elle ne cherchait pas à précipiter les choses, consciente que ce qui se construisait entre eux nécessitait du temps, de la confiance, et surtout une capacité à accepter les fragilités de l'autre. Cette approche, loin d'être passive, témoignait d'une maturité émotionnelle qui contrastait avec l'agitation environnante. Pendant ce temps, la situation de Nathalie atteignait un point critique. L'ensemble des éléments qui s'accumulaient autour de l'enquête créait en elle une tension constante, presque insupportable. Elle savait que la piste de la femme au manteau rouge ne tarderait pas à être exploitée, que les images de surveillance pourraient la désigner, et que ce moment serait alors irréversible. Cette anticipation du danger modifiait profondément son comportement. Elle devenait plus distante, plus méfiante, comme si elle cherchait à se protéger d'un monde qui, à ses yeux, commençait déjà à la condamner. Emma, témoin de cette transformation, tentait de maintenir un lien, mais elle sentait bien que Nathalie lui échappait peu à peu. Chaque parole, chaque regard prenait une dimension nouvelle, comme si la moindre interaction pouvait révéler quelque chose qu'elle cherchait à cacher. Cette tension permanente la rapprochait dangereusement d'un point de rupture, un moment où elle ne pourrait plus maintenir cette façade fragile. Ainsi, à cet instant précis, toutes les lignes de force de l'histoire semblaient converger vers une même direction. L'enquête avançait, les relations évoluaient, les tensions s'intensifiaient, et au cœur de tout cela, une vérité restait encore suspendue, prête à surgir. Et tandis que chacun poursuivait sa route, souvent sans en avoir pleinement conscience, une certitude s'imposait lentement. Lorsque cette vérité éclaterait, elle ne se contenterait pas de résoudre une enquête, elle redéfinirait profondément les relations, les équilibres et les destins de tous ceux qui y étaient liés. À ce moment-là, toutes les tensions accumulées semblaient atteindre un point de convergence presque inévitable, comme si chaque trajectoire, chaque émotion, chaque silence avait lentement conduit les personnages vers une même zone de vérité, encore floue mais désormais impossible à ignorer. L'affaire Beaulieu n'était plus seulement une enquête criminelle, elle devenait le miroir des fragilités humaines, des blessures enfouies et des choix irréversibles. Au commissariat, Alex Lévy observait une nouvelle fois les éléments du dossier, cherchant à reconstruire le fil des événements avec une précision presque obsessionnelle. À ses côtés,
Thierry ne cachait plus sa conviction. La clé de toute cette affaire se trouvait du côté de cette femme au manteau rouge, et il ne s'agissait plus de savoir si elle était impliquée, mais à quel degré. Les images, les témoignages, les réactions observées au fil des interrogatoires semblaient désormais former un ensemble cohérent, même si certaines zones d'ombre persistaient encore. Alex, fidèle à sa prudence, refusait de conclure trop rapidement, mais il sentait lui aussi que l'enquête approchait d'un moment décisif, celui où les hypothèses devraient se transformer en accusations concrètes. Dans le même temps, la situation de Nathalie devenait de plus en plus fragile. Le poids de ce qu'elle savait, de ce qu'elle avait vécu, et surtout de ce qu'elle craignait de voir apparaître, créait en elle une tension permanente. Chaque instant semblait suspendu à une possible révélation, chaque regard devenait une menace implicite. Chez Emma, le climat était devenu lourd, presque étouffant. Nathalie ne parvenait plus à retrouver le calme qui lui avait permis, jusque-là, de garder une certaine maîtrise. Elle oscillait entre la colère, la peur et une forme de résignation, comme si elle pressentait que le temps lui échappait. Emma, malgré toute sa bienveillance, ne pouvait plus contenir cette spirale intérieure, et son inquiétude grandissait à mesure qu'elle voyait Nathalie s'enfoncer dans ce trouble. Pendant ce temps, au commissariat, l'évolution de la situation de Dimitri prenait une tournure plus nuancée. Son alibi, en cours de vérification, ne permettait toujours pas de l'écarter totalement, mais il n'apparaissait plus comme la seule piste crédible. Cette redistribution des soupçons ne signifiait pas pour autant un apaisement, mais plutôt une complexification de l'affaire, où plusieurs vérités pouvaient coexister avant de se confronter. Dans un autre registre, les relations personnelles continuaient d'évoluer sous l'effet de cette tension générale. Ève, désormais pleinement consciente de l'échéance du procès de Nathalie, s'efforçait de se préparer avec lucidité. Elle savait que ce moment serait déterminant, non seulement pour Nathalie, mais aussi pour elle-même, pour sa capacité à faire face, à soutenir, à ne pas céder à la peur. La présence de Manu Léoni à ses côtés continuait de jouer un rôle essentiel. Leur relation, renforcée par les épreuves, devenait un espace de stabilité dans un environnement de plus en plus instable. Manu, fidèle à son engagement, restait présent sans imposer, offrant à Ève une forme de soutien qui ne cherchait pas à contrôler, mais simplement à accompagner. Le dîner prévu avec Charles se profilait comme un moment particulier, chargé d'émotions à venir. Pour Charles, cette rencontre représentait bien plus qu'un simple repas, c'était une confrontation avec une douleur qu'il n'avait jamais réellement dépassée. L'évocation d'Elliot, la nécessité de mettre des mots sur cette perte, tout cela créait en lui une tension intérieure qu'il ne pouvait ignorer. Sa relation avec Flore, encore récente, ajoutait une dimension supplémentaire à cette situation. Ce lien naissant, fragile mais sincère, devenait à la fois une source de réconfort et d'incertitude. Il ne savait pas encore comment l'intégrer dans un contexte aussi chargé émotionnellement, ni jusqu'où il était prêt à aller. Flore, de son côté, semblait accepter cette complexité avec une forme de sérénité. Elle comprenait que certaines blessures ne pouvaient pas être refermées rapidement, et que ce qui se construisait entre eux devait respecter ce rythme. Cette patience, loin d'être passive, témoignait d'une profondeur qui contrastait avec la turbulence environnante. Pendant ce temps, ailleurs, Jeanne Beaulieu continuait de lutter pour retrouver un équilibre après le choc de la découverte du corps d'Henri. Le traumatisme restait présent, inscrit dans ses gestes, dans ses silences, dans cette difficulté à se projeter au-delà de l'instant. L'invitation d'Alain à dîner avec Elisabeth Bastide représentait une tentative de retour à une forme de normalité, mais cette normalité semblait encore hors de portée. Elisabeth, malgré ses réticences initiales, acceptait cette situation avec un mélange de pragmatisme et de distance. Elle comprenait que certains gestes étaient nécessaires, même s'ils ne correspondaient pas à ses préférences. Cette acceptation, toutefois, restait superficielle et ne traduisait pas une véritable implication émotionnelle. Ainsi, tandis que chaque personnage avançait à sa manière, une tension commune les reliait tous, comme un fil invisible prêt à se rompre. L'enquête approchait d'un moment décisif, les relations se transformaient, les émotions s'intensifiaient, et au centre de tout cela, une vérité attendait encore d'être révélée. Cette vérité, lorsqu'elle émergerait, ne se contenterait pas de désigner un coupable. Elle mettrait à nu les fragilités, les contradictions, les choix qui avaient conduit à ce drame. Elle obligerait chacun à se confronter à lui-même, à ses propres limites, à ses propres responsabilités. Et dans ce silence chargé d'attente, une certitude s'imposait doucement. Le pire n'était peut-être pas ce qui s'était déjà produit, mais ce qui restait encore à découvrir.